Très bien, mais je vais commencer par me présenter. Parfait. Je suis Marianne Alex, en direct de chez elle, comme tout le monde, j'imagine. Je tiens vraiment à remercier l'Observatoire de m'avoir invitée à ce cycle de conférences. C'est vraiment un honneur d'intervenir, dans une initiative étudiante. Moi, je suis accompagnatrice pédagogique à l'École centrale de Lyon. Je travaille à la stratégie pédagogique, c'est-à-dire que je soutiens les enseignants, je soutiens les, étudiants et les élèves, dans toutes les actions de formation, qu'il y a à l'école centrale. L'école centrale est une école d'ingénieurs. À côté de ça, je suis enseignante en sciences de l'information et de la communication, donc je continue à donner des cours, sur ces thématiques-là et en troisième casquette, je fais de la sensibilisation, auprès de différents publics sur les questions de genre au sens large. Et je suis ici pour vous parler d'un projet que j'ai coordonné il y a quelques années et qui a été lancé par des élèves que j'avais et est-ce que je peux avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Hem, alors celle encore d'après. Merci beaucoup. Donc là, vous avez l'adresse du Tumblr Paye ta fac. Paye ta fac, c'est un projet, qui est un projet pédagogique à la base. J'étais enseignante à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et j'ai eu l'occasion de tenir un séminaire dans lequel on m'a demandé de faire de la sensibilisation pour les étudiants qui étaient là, mais aussi qu'ils apprennent eux-mêmes à sensibiliser, d'autres étudiants. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé Paye ta fac. Il y avait plusieurs volets, dans le projet global, qu'on a mis en place avec les masters 2 de stratégie développement culturel et ils sont revenus vers moi avec, l'idée de ce Tumblr, qui a été repris d'un Tumblr qui s'appelle Paye ta Schneck, que vous connaissez sûrement, qui a été fait pour dénoncer le harcèlement de rue. Nous, ce qui était plus important pour nous, en tout cas le sujet qui nous intéressait particulièrement, c'était le sujet du sexisme ordinaire, dans les universités. Donc le sexisme ordinaire fait partie des violences, hein, mais on a préféré utiliser ce terme-là et peut-être un petit peu mettre de côté, le terme violence pour ensuite avoir un propos, qui ramenait vers cette notion de violence et que les gens comprennent bien, en quoi c'était, difficile, pour les femmes qui peuplaient les universités, mais on pourra en parler aussi, pour certains hommes, qui les peuplent. D'avoir des, témoignages, des phrases, des actions, qui étaient, dévalorisantes et c'est ce que je vais m'apprêter, à vous expliquer maintenant. Le Tumblr Paye ta fac, juste avant de passer aux stéréotypes, merci beaucoup. Le Tumblr Paye ta fac, a été mis en ligne le 22 décembre 2016 et j'en souviens très bien parce que c'était le jour de mes 30 ans et j'étais très fière que les élèves, enfin que les étudiants et les étudiantes aient proposé ce projet-là. On a proposé une modération en groupe, donc on était plusieurs à faire la modération sur les premiers mois. Ça a même duré sur l'année universitaire, suivante. Dans l'état actuel des choses aujourd'hui, moi, je m'occupe plus du tout du Tumblr. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il continue à être, modéré. Hem, c'est donc un Tumblr qui vit un peu, par lui-même. Je crois qu'au savoir que certaines des anciennes élèves avec des anciennes étudiantes avec lesquelles je travaillais continuent à y, jeter un œil aussi. En tout cas, s'il y en a, ici qui faisaient partie de ce groupe-là, je serais ravie de discuter avec elles et de savoir où elles en sont. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout simplement à vous dire que, les étudiants et les étudiantes avec qui je travaillais ont été aussi happés complètement dans le projet. On a donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on a aussi eu, des difficultés face au flot, heu, continu de témoignages qu'on recevait qui étaient, de plus en plus, voilà, violents, perturbants, et que c'est aussi un travail sur soi que de faire de la sensibilisation, mais j'y reviendrai, en conclusion. Alors en premier lieu, on va voir les différents stéréotypes qui ont été, merci, qui ont été, postés sur, Paye ta fac. Donc je vous ai fait une typologie, des stéréotypes qui sont un petit peu tout le temps ressassés aux femmes qui peuplent les universités. Le premier de ces stéréotypes-là, c'est qu'il y a des domaines trop complexes pour les femmes. Donc là, ce que vous voyez, c'est le type de poste que vous pouvez retrouver tout le temps sur Paye ta fac, où il y a une citation et ensuite le contexte dans lequel a été entendue ou reçue cette citation-là. Donc là, on a par exemple, quand on parlera shampoing, je reviendrai vous poser la question. Là, vous en saurez peut-être plus. Donc là, on est dans un cours de gestion. C'est une enseignante, qui,
qui pose cette question-là. Ah curieux, vous avez choisi un celui des hommes et qu'il y a certains domaines qu'elles ont plus de mal à comprendre. Et le problème, c'est qu'il y a des gens importants qui ont ce type de pensée-là. Je vais prendre l'exemple de Lawrence Summers. Lawrence, est un prénom masculin aux États-Unis, qui était en 2005 président de l'université de Harvard. Grosse fac, hein, quand même. Et c'est quelqu'un qui a travaillé sous la présidence Clinton, dans le domaine de l'économie. Donc c'est quelqu'un d'important. Et en tant que président, il fait un discours le 14 janvier 2005 où il essaye d'expliquer pourquoi il y a moins de femmes dans le milieu scientifique et même pourquoi les hommes ont la prévalence en fait, sur les femmes dans ce milieu-là. Il donne trois raisons pour étayer ses affirmations. La première, c'est que peu de femmes sont prêtes à donner un niveau d'engagement égalant celui des hommes. Le temps de travail et la disponibilité des femmes restent insuffisantes. Et il ajoute une raison génétique, donc on appelle ça de l'essentialisme, et il remet carrément en question la capacité des femmes à avoir certaines réflexions. Et il donne pour exemple ses deux jumelles, donc il avait deux petites filles qui étaient jumelles, à qui il a donné des camions et qu'elles ont tout de suite pris le pli de dire qu'il y avait un daddy truck et un baby truck. Donc elles ont commencé à jouer à la poupée avec ces deux camions-là. Donc pour lui, c'est une preuve que voilà, tout ce qui est voiture, ingénierie, les femmes ne peuvent pas le comprendre. Et il a foncièrement milité pour qu'il y ait un retrait des politiques qui essayaient de contrer un petit peu la discrimination. Et d'ailleurs, on le voit parce que pendant son mandat, le nombre de titularisations des femmes a baissé considérablement. On est passé de 36% de titularisation de femmes à 13%. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien. Françoise Héritier l'a théorisé, elle appelle ça la valence différentielle des sexes, on y reviendra. Sachez que le pire des domaines, entre guillemets, pour les femmes, c'est l'informatique. L'informatique, c'est le croisement des sciences exactes et des nouvelles technologies. Donc, c'est deux domaines, soi-disant, un peu, auxquels les femmes sont un petit peu hermétiques. Et il y a beaucoup de personnes qui continuent à porter ces préjudices-là. Et on le voit d'ailleurs dans les sections informatiques qu'il y a vraiment très, très peu de filles. Et c'est un peu ce que nous montrent les postes de Paye ta fac à ce sujet-là. Alors, on va passer au stéréotype suivant. Les femmes font passer la maternité avant et au détriment de tout. Alors là, vous avez des témoignages genre parce que vous comptiez valider votre année, ou les femmes peuvent porter des enfants, ça donne un sens à leur vie. Les hommes n'ont pas cette faculté, alors ils compensent avec l'esprit d'entreprendre, comme si on ne pouvait pas avoir les deux. Vous avez 25 ans, vous serez diplômé à 29, et puis ensuite vous aurez des enfants. À quoi ça sert de vous payer une formation de 10 000 balles? Est-ce que vous ne voulez pas arrêter? Et vous voyez, on recrute plus de femmes maîtres de conférences parce on ne recrute plus de femmes maîtres de conférences parce que systématiquement, elles tombent enceintes dans les 6 mois. Le premier témoignage qu'on voit, c'est de la discrimination à l'embauche, hein, pure et dure, ce qui est, d'un point de vue juridique, répréhensible. Le deuxième témoignage, c'est limiter la condition des femmes à leur potentielle maternité. Donc, on ne peut pas avoir d'esprit d'initiative, d'esprit d'entreprendre. On est limité par le fait d'avoir potentiellement des enfants. Le troisième témoignage, c'est vraiment le fait de ne pas accorder de confiance à un parcours féminin dans un domaine en particulier. Et pour avoir été enceinte pendant ma thèse, je peux vous dire que j'en ai deux, trois à raconter aussi. Et enfin, le quatrième témoignage, c'est vraiment le fait de parier sur l'avenir d'une femme sous prétexte qu'elle a un âge en particulier ou qu'elle brigue un poste dans une.
émotive. Donc ça aussi, c'est pas nouveau du tout. On a des tableaux qui ont été faits dans les années 50-60 par des chercheurs qui relèvent des stéréotypes sur les hommes et sur les femmes. Et l'émotivité, le fait d'être hystérique aussi, on pourrait en parler pendant des heures, hein, ce stéréotype sur l'hystérie. Le fait de pleurer constamment, c'est, quelque chose qui revient relativement souvent. Donc là, comme témoignage, on a, est-ce que vous êtes c'est parce que vous êtes une femme que vous vous vexez facilement? Ne soyez pas dans les sentiments comme ça et prouvez d'ailleurs qu'une femme peut avoir une conscience professionnelle, c'est votre devoir. Et puis mon préféré, c'est: «Les filles, ça pleure souvent en oral, d'ailleurs pleurez pas, ça me donne plus envie que vous baffez qu'autre chose». Donc là, on a aussi une menace de violence, hein, qui est proférée. Et puis, le fait qu'on préfère avoir des étudiants masculins parce qu'ils pleurent pas dès qu'ils ont, un souci. Alors, on peut difficilement nier le fait qu'il y ait une éducation différenciée. C'est-à-dire que les petites filles sont pas éduquées de la même façon que les petits garçons et ça déjoue plus enfin, ça a plus de contraintes pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que souvent, on empêche les petits garçons de pleurer. On leur explique qu'il y a plein de situations dans lesquelles ils peuvent pas pleurer, même aucune situation dans lesquelles c'est acceptable, alors qu'on laisse plus les filles pleurer. Donc ça, c'est une des explications culturelles, mais ça renforce le stéréotype comme quoi les femmes ont plus tendance à pleurer et qu'elles peuvent pleurer dans des moments, professionnels, dans des entretiens d'embauche, et cette peur-là, peut être très, très présente chez les femmes parce qu'elles ont aussi été éduquées, en laissant penser qu'elles pouvaient pleurer n'importe quand, ce qui n'est vraiment pas le cas. En tout cas, pour vous faire un petit, récapitulatif des adjectifs qu'on retrouve le plus souvent quand on demande à des gens de parler du caractère féminin, de la manière dont les femmes se comportent, on a peureuse, hystérique, sensible, émotive, faible, passive, sentimentale, et cetera, et cetera. Donc c'est quelque chose d'assez, présent et contre lesquels beaucoup de femmes, luttent. Le stéréotype suivant, les femmes mettent en place des stratégies sexuées pour parvenir à leurs fins. Alors le fait de mettre en place des stratégies pour parvenir à ses fins quand on est une femme, je reviendrai dessus en conclusion, c'est pas forcément mauvais et c'est même parfois nécessaire. Mais là, le cœur du stéréotype, c'est vraiment qu'on utilise ces attributs sexués ou sexuels pour, modifier notre parcours, pour, que ce soit plus valorisant pour nous, pour qu'on ait plus de chance, et cetera. Et puis il y a même le côté, on fait pas exprès, en fait. Quoi qu'on fasse, les hommes en face vont, s'attacher à vos attraits sexués et sexuels. C'est le cas du premier poste qui est, il me semble, vraiment touchant. Hem, c'est une, jeune femme qui vient de passer sa soutenance de thèse et à la fin de sa soutenance, il y a un camarade à elle qui lui dit: «Ils ont pas apprécié que le texte, les vieux cochons». Donc la jeune femme en postant, nous explique que cette remarque était d'autant plus blessante parce que comme elle a intériorisé de la misogynie, elle a fait beaucoup d'efforts pour invisibiliser, sa féminité et que, le fait que son propre, ami, lui «rebalance ça» entre guillemets en pleine figure alors qu'elle vient de passer sa soutenance de thèse, hem et qui lui fait sentir que le jury aurait pu s'accrocher uniquement à ses attributs physiques, ça l'a vraiment décontenancée. Et puis après, on a des petites poésies aussi, hein, genre, «Tu es major de promo, tu as sucé combien de profs du coup pour avoir ces notes?» Ou alors: «Un bon mariage au sein de la fac peut vous ouvrir de nombreuses portes». Et ça, c'est vrai que dans les années 60, aux États-Unis, on encourageait, aussi beaucoup les filles à faire, des études pour trouver un mari. Donc plus elles rentraient dans une fac qui était appréciée ou plus elles rentraient, dans un domaine où il y avait des hommes qui potentiellement allaient réussir financièrement ensuite, plus elles avaient de chances de trouver un mari adéquat et ça, c'est super cool. Quand on fait des études, c'est vraiment le but premier. Donc il y a des stratégies justement qui sont mises en place par les femmes quand elles ont connaissance de ces stéréotypes-là et qu'elles veulent, les éviter ou en tout cas qu'ils ne leur portent pas préjudice. Une des premières stratégies qui a été étudiée, c'est ce qu'on appelle fermer la séduction. Donc toutes les références, sur les, théories que je vous donne, vous pourrez les retrouver dans un article que j'ai écrit cet été avec, une chercheuse, de l'université de Bordeaux
et je pense qu'on pourra vous transmettre le lien sur cet article si vous avez besoin des références, des différentes recherches que je cite. Fermer la séduction, c'est, ne pas s'habiller de manière féminine, c'est éviter toutes les situations où vous pourriez être, suspecté de vouloir séduire quelqu'un. Donc par exemple, après, un séminaire, aller boire un pot ou, profiter de soirées où les hommes se retrouvent, et ça, on a remarqué que c'était extrêmement pénalisant pour les femmes. Typiquement, les femmes qui avaient intégré des équipes, très masculines, pouvaient ne pas partir, dans les moments non professionnels, officieux, parce qu'elles avaient peur de faire preuve de séduction, juste en allant boire un verre avec leurs amis, enfin, en tout cas avec, leurs collègues. Donc ils se coupent, en fait, de tout un domaine où il y a des discussions, et souvent, bah, on va pas se mentir, hein, les promotions, ça se fait aussi, autour d'un café, autour d'un verre, et les femmes, souvent, se coupent de ces, moments, d'échange-là. Vraiment pas mal changé. Mais si vous regardez les premières femmes politiques, elles avaient tendance à vraiment souscrire à un style qui était très attendu et qui laissait voir aucune faille. Je pense notamment à Simone Veil, qui en plus a traité, qui en plus a traité des sujets comme la contraception, donc il fallait pas en plus qu'elle perturbe avec la manière dont elle était habillée, donc toujours chignon, tailleur, toujours habillée plus ou moins de la même façon, pas de surprise. Et puis il y a d'autres, études qui montrent que, plus les femmes sont en bas de l'échelle dans une boîte, plus elles s'autorisent à être féminines, si c'est leur volonté. Alors que quand elles montent, elles se masculinisent. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à porter plus de pantalons, à moins se maquiller, et cetera. Et on le voit vraiment, hein, donc très basiquement, quand vous rentrez dans une grosse boîte, à l'accueil, vous êtes accueillis par des, jeunes femmes qui sont en général, assez jeunes justement, et puis très féminisées. Et puis si vous allez voir, la CEO, de la boîte, il y a des chances qu'elle ait plutôt un, un costume ou un pantalon, en tout cas qu'elle soit moins, féminisée que ses collègues du bas. Et puis, il y a tout un vocable, hein, qui se met, par-dessus ces stéréotypes-là et qui les confirme. Si vous regardez un petit peu la série Mad Men, par exemple, vous verrez que, depuis les années, 50, et c'est toujours le cas maintenant, quand on parle de secrétaire, on parle de girl. En fait, on parle de fille. Est-ce que tu as une fille? Ça veut dire: «Est-ce que tu as une secrétaire? Est-ce que tu as vu la nouvelle fille? Est-ce que tu as vu la nouvelle secrétaire?» Donc là, il y a même plus de différenciation entre le sexe qu'on a, et le poste qu'on a. Et puis évidemment tout un travail sur est-ce qu'elle est féminine ou pas, est-ce qu'elle est assez jolie pour être, ta secrétaire. Donc c'est des choses aussi, qu'on retrouve encore, maintenant. Alors pour le stéréotype suivant, les femmes doivent prendre en compte leur physique. Là on est dans un paradoxe, très difficile à gérer pour les femmes, et on le voit dans les 2 posts que j'ai choisi de vous montrer. On en a un qui nous dit: «La semaine prochaine, on a l'évaluation de l'AERES, ce serait bien si vous veniez en jupe». Donc là, on demande à une femme d'être, habillée de manière féminine et de manière un peu aguicheuse pour que l'évaluation se passe bien. Et puis de l'autre côté, on a: «Vous êtes vraiment élégante, attention tout de même à ne pas détourner l'attention de l'auditoire pendant votre exposé». Donc le fameux, si on demande aux filles de se couvrir, c'est parce que ça déconcentre les garçons. À la fac, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est une ambivalence qui est assez pesante pour les femmes, qui est très difficile à gérer et qui rappelle tout le temps que, il y a un critère important à prendre en compte, c'est l'apparence physique. Et en fait, on a pratiquement tout le temps tout faux, quoi. Si on se met trop féminine, on va penser que vous allez détourner l'attention, que vous le faites exprès. Et puis si vous vous mettez trop masculine, on va penser que vous faites pas attention à vous, ou que vous n'honorez pas la présence de l'autre que vous avez en face de vous. Il y a un exemple qui a été, donné et qui me semble, très parlant, par une, présentatrice de JT, australienne, qui s'appelle Tracy Spicer, Spicer, qui en 2014 a donné une conférence, pardon, TED, que, vous pouvez retrouver. Tracy Spicer, a décidé de, enlever tous ses attributs physiques au fur et à mesure de l'année qui allait s'écouler, à la télévision. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle passait un temps incroyable à se maquiller chez elle, pardon,
et à se faire remaquiller, par, les personnes qui l'a préparée pour passer à l'écran. Et elle a mis en place avec son partenaire masculin à l'écran, une petite stratégie pour voir ce qui allait se passer et au fur et à mesure, elle enlevait, des éléments de maquillage. Donc elle a commencé par enlever du vernis à ongles, ensuite elle a enlevé le rouge à lèvres, enlevé le fond de teint et cetera et cetera et vous verrez, elle l'explique très bien dans sa conférence, elle a reçu des centaines de lettres d'insultes, de menaces même, qui lui disaient que c'était inadmissible de se comporter comme ça quand on était une femme à la télévision. C'est extrêmement intéressant et il y a toute l'histoire aussi de Fox News, que, vous pouvez voir notamment dans le film Scandale qui est assez récent et la manière dont ils choisissent, leurs présentatrices et comment le physique, rentre en compte, dans ces choix-là. Et donc si c'est des choses qu'on vous répète à l'université, vous vous préparez déjà, à ce que ce soit le cas dans le milieu professionnel et on verra pourquoi, ensuite. Et puis, dernier type de stéréotype que j'avais envie de vous montrer, c'est, quand un domaine se féminise, il perd de son prestige. Donc une discipline qui se féminise, c'est une discipline qui périclite. Les filles de cet amphi, vous avez pu accéder à l'école seulement car le niveau scolaire masculin est en baisse. Maîtriser l'informatique, c'est bien, ça servira toujours pour celles qui veulent se reconvertir en secrétaire. Et il y a plus de filles cette année, ça se voit que le niveau baisse. Alors ce stéréotype-là, il fait directement appel à, le concept qui est la valence différentielle des sexes et ce concept-là, c'est Françoise Héritier qui l'a mis en place et c'est le fait de dire qu'on valorise des domaines parce qu'ils sont reliés au masculin et qu'on dévalorise des domaines parce qu'ils sont reliés au féminin et donc par voie de conséquence, s'il y a des filles qui envahissent le domaine masculin, bah, c'est que le domaine masculin perd, de son prestige. Et elle a montré que ça marchait quel que soit le domaine et ça a été, assez révolutionnaire comme étude. Vous savez qu'on dit que les sciences dites dures, maths, physique et cetera, sont plutôt des sciences masculines et que les sciences littéraires, sciences humaines, sont plutôt des sciences, féminines et on le voit, très bien dans les universités. Et en Europe, c'est plutôt les mathématiques qui tient le haut du pavé scientifiquement. C'est-à-dire que, c'est une des sciences les plus respectées en Europe et c'est plus classe d'avoir un doctorat en mathématiques que d'avoir un doctorat en sciences de la communication et de l'information. Et Françoise Héritier s'est rendue compte que dans d'autres pays où c'était pas forcément les mathématiques qui avaient le haut du pavé, c'était, par exemple en Finlande, c'est plutôt la littérature. Et ben là, contrairement à l'Europe, en littérature, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors que si vous allez en France, en littérature, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est pas qu'on explique que le cerveau des hommes est plus fait pour les sciences dures, c'est juste qu'on choisit les matières qui sont les plus valorisées et qu'on pousse les garçons vers ces matières-là et qu'on exclut les filles de ces matières-là. Donc c'est pas forcément les maths partout, c'est juste les domaines où les hommes, sont les plus présents. Il faut savoir aussi qu'il y a, ce qu'on appelle un principe d'antiféminité, un principe d'évitement du masculin qui est très largement, inculqué aux jeunes hommes dès leur petite enfance. Ne cours pas comme une fille, ne pleure pas comme une fille, ne te comporte pas comme une fille. C'est une science de filles, c'est des jeux de filles, et cetera, et cetera. Et dans le monde occidental, c'est quelque chose qui est, extrêmement marqué et ça ajoute, du poids aux stéréotypes qu'on vient de voir et ce qui fait que ces phrases, que je viens de vous montrer là sont, dites et qu'on les entend extrêmement souvent. Alors là, je vous ai montré, plusieurs posts et j'ai essayé de les classer un petit peu. J'espère que j'ai pas été trop vite et je vais en quelques minutes tenter de vous expliquer pourquoi c'est grave en fait. Pourquoi est-ce que, c'est, grave pour les femmes d'entendre ce genre de phrases quand on fait ses études? Alors je veux bien passer à la slide suivante. Très grossièrement, je vais vous expliquer comment fonctionnent les stéréotypes. Alors, il faut savoir que le monde qu'on a autour de nous est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop, détaillé, beaucoup trop, large pour que notre cerveau humain arrive à le comprendre dans son ensemble avec toutes ses subtilités. Donc notre cerveau, il a tendance à faire des petites boîtes, des petites bulles qui correspondent à des types de choses. Donc il a la boîte homme, il a la boîte femme, il a la boîte animal, il a la boîte université. Ça marche avec absolument tout. Il a la boîte, chanteur, il a la boîte, boxeur, homme politique, femme politique et cetera. Donc notre cerveau fait des boîtes comme ça et il range des traits
à l'intérieur de ces boîtes. Donc, je vais vous prendre un exemple assez parlant. Durant votre enfance, votre adolescence, vous avez une idée de ce que c'est qu'un boxeur. Vous avez vu des films sur la boxe, vous n'en avez jamais rencontré en vrai, mais vous avez lu des choses, vous avez lu des articles, vous avez regardé les Jeux olympiques, vous avez une idée de ce que c'est qu'un boxeur. Donc votre cerveau, il crée une petite boîte boxeur et dedans, il met les traits qui vous sont offerts en général par les médias ou par les conversations. Il va dire: «OK, un boxeur, c'est plutôt un homme. Un boxeur, c'est quelqu'un qui est plutôt épais, qui est musclé. Un boxeur, manifestement, c'est violent». Et vous allez mettre tous ces traits-là, à l'intérieur de votre petite boîte. Le jour où vous allez vraiment rencontrer un boxeur, par exemple dans un bar, dans une soirée et que ce boxeur-là, en fin de soirée, se bat avec quelqu'un, ça va confirmer ce que vous aviez mis dans votre petite boîte. Effectivement, les boxeurs sont violents. Donc tous les boxeurs que vous allez rencontrer à partir de ce moment-là, vous les analyserez toujours à travers ce filtre-là, le filtre de la violence. Donc ce qu'on dit sur les stéréotypes, c'est les traits qui sont à l'intérieur de ces petites boîtes-là. C'est que ce sont des images figées dans nos têtes, des espèces de moules ou de clichés qui nous conduiraient à percevoir la réalité à travers d'un filtre. C'est Lippmann qui dit ça, vous pouvez le retrouver dans mon article. Et ce filtre-là, en fait, il se superpose à ce qu'on voit du monde et à toutes les situations qu'on vit. Donc vous catégorisez les gens, tout le monde le fait, hein, on catégorise les gens, dans des petites boîtes. C'est l'image que je vous montre ici, sur le visuel, résume très bien ça. Si vous êtes un garçon, que vous avez une personne à côté de vous qui est un garçon et qui fait une faute en maths, vous allez dire: «Waouh, tu mauvais toi en maths». Et si c'est une fille, c'est-à-dire un autre groupe que vous allez dire: «Waouh, les filles sont mauvaises en maths». Parce qu'en plus, vous allez avoir votre petite boîte, femmes, filles, et cette petite boîte aura été remplie de tous les stéréotypes sur les femmes qui sont diffusés largement, médias, institutions, parents, et cetera. Et un de ces stéréotypes-là, c'est de penser que les filles sont mauvaises en maths. Il vous suffit de rencontrer une fille pour confirmer ça et tac, vous allez penser que toutes les filles sont mauvaises en maths. Donc s'il y a confirmation d'un stéréotype, notre cerveau a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre que c'est pas vrai. Il faudra rencontrer d'autres gens, lire, et ce qu'on appelle se déconstruire pour contrer ça. J'ajoute à ça qu'en plus, le cerveau humain a tendance à dévaloriser les traits des groupes qui ne sont pas nos groupes. Donc, par définition, les hommes ont tendance à dévaloriser le groupe, féminin et les femmes ont tendance à dévaloriser le groupe masculin. Vous me direz: «Bah, c'est égalitaire du coup si chacun se dévalorise. Dans la société, ça devrait être, pareil pour les hommes et pour les femmes». Eh ben non. Pourquoi? Une des raisons, c'est que la parole publique, historiquement, a été quand même largement donnée aux hommes et que cette parole publique-là, souvent, elle dévalorisait les femmes, alors que les femmes se contentaient de dévaloriser les hommes entre elles, dans des petits groupes et parlaient pas trop fort pour pas trop perturber ces messieurs qui tenaient, à peu près toute la société, entre leurs mains. Hem donc voilà, un stéréotype, c'est une idée fixe qu'on a sur quelque chose ou pour quelqu'un ou sur quelqu'un qui nous préexiste, hein, c'est la société qui nous le transmet et nous ensuite on réagit à travers ce stéréotype-là. Alors je vais vous donner 3 conséquences, qu'il y a, sur les femmes. Pourquoi ça fragilise les femmes qu'on leur jette ces stéréotypes-là, à la figure quand elles sont à l'université notamment? Et pareil, je ne suis pas exhaustive, hein, là. La première raison, c'est la dévalorisation. C'est-à-dire que, c'est pas seulement les autres groupes qui intériorisent les stéréotypes, sur les femmes, c'est-à-dire c'est pas seulement les hommes qui intériorisent les stéréotypes sur les femmes, c'est aussi les femmes qui les intériorisent. En fait, on se catégorise en tant que femme, ensuite on apprend quelles sont les normes et quels sont les stéréotypes sur les femmes et on va s'appliquer ces normes et ces stéréotypes à soi-même. Sinon, il n'y aurait aucune femme qui aurait des propos stéréotypés sur les autres femmes, c'est-à-dire juger par exemple trop sévèrement le poids de quelqu'un, dire que les femmes conduisent mal, dire qu'elle a couché pour réussir, dire qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants. Sinon, il n'y aurait que les hommes qui tiendraient des propos comme ça, et ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a une violence aussi parfois qui est femme-femme, et parce que soit elles ont décidé de suivre les normes et elles vont se tourner contre celles qui n'ont pas décidé de les suivre, ou l'inverse.
On pense à Margaret Thatcher, par exemple, qui passait son temps à dire que c'était impossible de travailler avec des femmes, que les femmes passaient leur temps à jacter et que c'était, compliqué, à gérer. La deuxième conséquence, qui fragilise les femmes, c'est la baisse de concentration. Alors j'aurais plutôt dû marquer la détérioration des performances individuelles et ça, je pense que vous l'aurez facilement compris. En fait, il y a une confusion, sur ce qu'on attend de nous. Comment est-ce que je dois m'habiller pour cet oral? Est-ce que je dois montrer que je suis très forte en maths ou est-ce que, au contraire, je dois plutôt, minimiser pour choquer personne? Cette confusion-là, elle nous fait perdre de la concentration, elle nous fait perdre des performances individuelles. Il y a des, paramètres, voilà, comme les vêtements, par exemple, ou, si, le professeur qui est en face de nous est misogyne ou pas, qu'on doit prendre en compte et qui nous, parasite. Et puis enfin, vous en avez sûrement entendu beaucoup parler, il y a la charge mentale et on sait que ça, c'est évidemment moins facile de passer un test, quand on pense aussi à, ce qu'on doit faire à la maison, aux personnes qu'on a en charge et cetera. Et je vais me permettre de donner juste mon propre exemple. Là, je suis en train de donner une conférence et sur mon bureau, il y a ce post-it qui est, «Pense à allumer le sèche-linge, et passe une bonne journée quand même», que je me suis mis à moi-même alors que je suis en train de donner une conférence sur, les stéréotypes. Donc c'est juste, une preuve de la détérioration des performances individuelles. Quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous pensez en même temps à autre chose, c'est quand même compliqué. Et on voit que même le simple fait de verbaliser qu'on soit une femme fait perdre en capacité et il y a une, étude qui a été assez connue, qui a montré que, quand les femmes devaient marquer leur nom sur un test de mathématiques, elles avaient des moins bonnes notes que quand ce test-là était anonymisé. Parce qu'elles s'appliquaient le stéréotype à elles-mêmes, elles montaient en pression, elles, parasitaient leur performance et elles baissaient en concentration, donc elles faisaient moins bien leurs exercices de maths. Et enfin, 3e conséquence, ce qu'on appelle l'autocensure. Hem, il est facile de comprendre que, dans certains domaines, quand on voit tous les domaines, qui s'offrent à nous quand on rentre à l'université, on sait qu'il y en a où c'est plus difficile d'être une femme que d'autres. La numéro 2 de Facebook dit relativement souvent que dans le milieu de l'informatique, il y a plus de Dave que de femmes, le prénom Dave, que de femmes et on le sait, hein, ça fait partie de nos petites boîtes justement, fac et domaine informatique, il y a plus d'hommes que de filles. Donc, on manque de modèles. Il y a beaucoup de chercheuses, qui essayent d'intervenir dans les écoles. Il y a des femmes astronautes qui essayent d'intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées pour dire: «Regardez, je suis là, ça existe, c'est possible». Quand on n'en a pas vu, c'est quand même plus difficile de se lancer dans un domaine et les femmes peuvent avoir tendance à s'auto-censurer. Il y en a qui font ce choix aussi, de manière, complètement consciente, hein, qui disent: «OK, j'ai pas envie d'avoir un parcours compliqué, je suis bonne dans 2 matières, je vais prendre la matière dans laquelle les femmes sont les plus acceptées, parce que ça va me faciliter la vie». Et puis, il y a un autre biais qui pousse, à l'autocensure, et avant de conclure, je finirai là-dessus. C'est le fait que les femmes ont tendance à se dévaloriser, on l'a vu, ces 3 conséquences-là sont liées et donc elles ont moins tendance à briguer des postes de pouvoir. Il y a un test qui a été fait où on a demandé, à des hommes et des femmes de dire à quel poste ils postuleraient en leur donnant des fiches de poste avec, vous savez, toutes les compétences qui sont listées et on a remarqué que les hommes disent qu'ils postuleraient, s'ils ont seulement 60 des compétences qui sont demandées. Je finirais bien par apprendre sur le tas. Alors que les femmes attendent de cocher 90 des cases, avant de postuler. Donc c'est-à-dire que s'il y a une phrase sur 10, qui ne correspond pas exactement à leur profil, elles vont dire: «Bon, OK, je postule pas, parce que de toute façon, j'ai pas le niveau». Donc qui ne tente rien n'a rien et l'autocensure, ça fait vraiment partie, des conséquences lourdes sur les femmes. Et pour conclure, donc je crois que j'ai oublié de vous mettre une slide de conclusion, mais je vous ai mis la slide pour les questions. Je voulais simplement vous dire une phrase que j'essaie de répéter souvent quand je fais de la sensibilisation: «Le savoir, c'est le pouvoir». C'est-à-dire que si on est une femme et qu'on connaît les stéréotypes sur les femmes, on peut choisir des stratégies par rapport à eux et on peut choisir une manière de faire son chemin. Si on est un homme et qu'on connaît, les stéréotypes sur les hommes d'ailleurs, mais là notre sujet c'est les femmes. Si on connaît les stéréotypes sur les femmes, on va peut-être prêter plus attention à ce qui va se passer autour de nous. En tout cas, moi, je conseille vraiment aux femmes de comprendre quels sont les stéréotypes qui sont appliqués à notre sexe et d'essayer de voir quel comportement, quelle posture elles veulent avoir par rapport à ça.
Est-ce qu'elles vont être dans le rejet total et l'assumer et savoir que voilà, elles auront des soucis, mais c'est pas grave, c'est leur manière d'être? Ou alors est-ce qu'elles vont essayer de prendre à bras le corps certains de ces stéréotypes et de s'en servir? Je vais faire quelque chose de très égocentrique, mais je vais prendre mon propre exemple pour, terminer. Hem, Quand je fais de la sensibilisation en présentiel, je m'habille très souvent de manière plus féminine que ce que je fais d'habitude, même si, en général, j'aime bien ça. Je vais forcément mettre des talons et je vais forcément me maquiller parce que je sais qu'un des stéréotypes sur les femmes féministes, c'est le fait que ce soit des femmes très masculines, qui ne sont pas des vraies femmes, qui ont des poils sous les bras ou et cetera et cetera. C'est extrêmement réducteur, ça déjà ça en dit long sur ce qu'on pense des féministes et sur la diversité qu'il peut y avoir chez les féministes et je sais que parfois je fais face à des gens qui sont extrêmement fermés et qui ont cette image-là et du coup je préfère, déjouer ce stéréotype-là pour qu'ils écoutent ce que j'ai à dire plutôt qu'ils se focalisent sur le fait que je ressemble au stéréotype de la féministe qu'ils imaginaient. Et deuxième stratégie que j'ai mise en place, moi je travaille dans une école d'ingénieurs et je suis pas du tout ingénieure et je sais que, en plus d'être une femme, qui est censée moins comprendre que les hommes à l'ingénierie, je ne fais pas partie de leur monde. Donc il y a des fois où c'est plus facile pour moi de jouer un petit peu la naïve pour qu'on m'explique mieux et que j'arrive ensuite à avoir toutes les informations que je veux, plutôt que de faire semblant de comprendre. Ça leur confirme le stéréotype que je suis un peu plus naïve qu'eux, que je connais pas le domaine et tout, mais du coup baissent leur garde avec moi et peut-être qu'il y a des gens ici de mon école. Mais ils baissent leur garde avec moi et j'arrive à obtenir beaucoup plus d'informations et à mieux faire mon travail. C'est terrible à dire, mais c'est une des stratégies, que j'ai choisies. Historiquement, toutes les femmes, enfin beaucoup, beaucoup de femmes ont mis en place des stratégies pour se garantir une semi-liberté, pour se garantir une réussite, voire même, garantir leur survie. Donc voilà, pour moi, le fait de savoir, ce qui vous attend dans le monde et connaître ces stéréotypes-là, c'est un service à vous rendre et puis accepter toutes les sortes de femmes qu'il y a, accepter toute la diversité, des femmes qu'il peut y avoir et les respecter, c'est plutôt un service, à rendre aux autres. Voilà, j'ai dû parler très, très vite, mais je suis disponible pour des questions, si vous en avez. Merci beaucoup pour, votre intervention. C'était, plein d'informations, mais, très, très intéressantes, autant sur les différents types de stéréotypes auxquels on peut être confronté, mais on ne se rend pas forcément compte de toutes ces catégorisations-là. La même chose pour, le stéréotype en lui-même. On a tous dû faire face à des stéréotypes, mais, l'identifier de cette manière-là, je pense, peut vraiment donner des clés, aux femmes ou même aux hommes, pour pouvoir, gérer ce genre de situation. Hem, une première question serait qu'est-ce que vous auriez en tête à mettre en place pour que dans la société ou dans votre école, par exemple, pour que les femmes n'aient plus besoin d'avoir ces stratégies, n'aient plus besoin de se cacher derrière ces stratégies pour, arriver à leur fin ou juste simplement, évoluer dans leur milieu? Mmh. Alors déjà, voilà, je tiens à souligner que c'est un phénomène en général enfin qui est généralisé, c'est de mise en place de stratégies, mais qui parfois est vraiment inconscient et j'ai rencontré beaucoup de femmes avec qui on a discuté, qui au fur et à mesure de la discussion se rendent compte que ouais, effectivement, elles ont une stratégie dans leur comportement et qu'elles l'avaient pas vraiment, conscientisée et c'est hyper intéressant. En général, c'est perturbant pour elles comme pour moi d'avoir cette conversation-là. Heu, moi, pour moi, la solution, elle est, tout le temps la même et c'est tout le temps ce que je répète: plus vite on éduque les gens sur les stéréotypes, mieux c'est. C'est-à-dire que, pour moi, dès la maternelle, ça devrait être, abordé. On devrait avoir des modèles et on a essayé de le faire, hein, sauf que ça a été parfois mal reçu, de pompières qui viennent, dans les écoles maternelles, d'infirmiers ou de maïoticiens, par exemple, qui viennent dans les écoles maternelles, de présidentes de la République, voilà. À travers des parcours de vie réels, hem, parler des stéréotypes, des difficultés, qu'on peut rencontrer et tenir un discours là-dessus pour sensibiliser, mais dès le plus jeune âge. Ça, c'est vraiment très, très important et on s'en rend compte, voilà, comme je vous le disais, je travaille dans une école d'ingénieurs. On fait des actions de sensibilisation, il y a quelqu'un de très bien qui s'en occupe, à l'école qui s'appelle Clémentine et c'est une galère sans nom parce que c'est presque trop tard, en fait. C'est presque trop tard. Il faudrait vraiment que ce soit mis, en avant, beaucoup plus tôt.
Oui, effectivement. Une personne de l'audience nous a demandé: «Est-ce que vous avez remarqué des filières spécifiques dans lesquelles les stéréotypes étaient plus importants que dans d'autres?» Hem, alors on n'a pas fait une étude, une analyse, de toutes les filières qu'on nous avait citées dans Paye ta fac, mais ça aurait été extrêmement intéressant de le faire. Ouais, comme je l'ai dit un peu dans ma présentation, sincèrement, on a vraiment l'impression que l'informatique, c'est le pire. Hem, à l'université généraliste, quand on rentre à l'intérieur des domaines des sciences dures, il y a des branches de l'informatique, je pense notamment à la robotique, par exemple, qui est encore pire du pire. Donc c'est vrai que, c'est beaucoup plus difficile dans des parcours, comme ceux-là. Alors qu'un garçon qui va faire de la littérature, domaine dit féminin, on va pas forcément il va pas forcément faire face aux mêmes difficultés. D'accord, d'accord, effectivement. Pour revenir sur cette question des stéréotypes, comment est-ce qu'on peut faire pour en prendre conscience, et pour pas s'enfermer à l'intérieur de ces idées préconçues? Hem, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui vivent très bien avec leurs stéréotypes, hein, qui ont pas de problème avec ça. Et tous ont fait le choix, hein, d'en garder certains et d'en jeter d'autres. Et puis même, j'irais plus loin, il y a des stéréotypes qu'on garde pour nous et qu'on va rejeter dans des conversations privées et qu'on va essayer un petit peu plus de temporiser ou même voire de lutter, contre, dans des conversations publiques. Donc c'est-à-dire que, je vais vous dire demain, il est impossible pour moi de juger une femme parce qu'elle a, voilà, maintenu une relation avec quelqu'un, avec un homme, dans notre boîte pour pouvoir monter. Genre, je sais pas quel est le parcours de cette femme, si ça se trouve, c'était le seul moyen qu'elle avait, voilà, toutes les femmes ont mis en place beaucoup de femmes ont mis en place des stratégies. Je vais pas lui jeter la pierre. Ça veut pas dire que le soir même, avec mon autre copine du bureau, on va pas aller boire un verre et se dire: «Dis donc, tu as vu machin?» Donc faut pas confondre les 2 choses pour moi. Il y a vraiment le comportement social qu'on peut avoir et qui peut faire avancer la société et puis, bah, les restes qu'on a qui relèvent du privé et qui nous empêchent pas des fois de faire preuve de fermeture d'esprit. Faut pas non plus trop en demander. Pour moi, voilà, c'est le comportement public qui prime. C'est-à-dire que faire preuve d'ouverture, essayer de pas juger forcément, publiquement les personnes et puis, prêter attention à ce qui se passe, quoi. Je sais que c'est parfois très, très difficile de, par exemple, quitter une réunion parce que quelqu'un a fait preuve de misogynie, de soutenir quelqu'un qui est en difficulté, voilà, c'est pas tout le temps facile. On n'est pas toutes et tous faits pour ça, faits pour, voilà, il y a des gens pour qui c'est très naturel de s'élever, de gueuler, de dire que c'est pas normal. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Il faut, savoir où est-ce enfin, quelle posture on a nous, si on veut essayer de jouer sur le sujet en positif et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire et qui, nous correspond vraiment qui correspond vraiment à notre personnalité. On Toutes les femmes sont pas faites pour manifester, par exemple, ou pour passer à la télévision, ou pour donner des conférences, ou pour être avocate renommée qui va combattre, les injustices envers les femmes. Mais on peut être faite pour, ben, peut-être discuter avec, la nana qui est en difficulté au bureau, voilà, pour moi, réfléchir à ce qu'on pense concrètement, réfléchir à voilà, est-ce que quand je me maquille, je le fais pour l'autre ou je le fais pour moi? Qu'est-ce que m'a dit mon père? Qu'est-ce que m'a dit mon petit copain? Cette situation, je suis mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'elle me met mal à l'aise? Donc ça, c'est un travail à faire, beaucoup, de revenir vers soi, de se recentrer pour se dire: «OK, quelle est ma posture par rapport à ça?» et puis après de faire, la différence entre ce que je suis dans le privé et l'image que je veux transmettre dans le public qui peut être bénéfique pour toutes les femmes et puis aussi pour les hommes, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui bénéficient, de l'égalité. Oui, oui, effectivement. Une dernière, question, notamment par rapport à ces différents espaces, privés, publics et ces stratégies. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait, agir dans des espaces sociaux où il y a des résistances très fortes? Bah, la sensibilisation, la sensibilisation, la sensibilisation. Donc pareil, si c'est trop tard, entre guillemets, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que je devrais nuancer un petit peu mon propos, il n'est jamais vraiment trop tard pour n
Alors je reprends, si vous sensibilisez quelqu'un dès le plus jeune âge, ce sera ancré en lui et il va avoir des comportements antisexistes presque naturels, en tout cas de l'ordre du réflexe. Alors que si vous sensibilisez quelqu'un qui a plus la vingtaine, la trentaine, voire, la soixantaine, les réflexes sont déjà là, ça va être plus difficile d'en changer. C'est comme d'apprendre une langue, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà, pour moi, c'est quand même, mettre les gens face aux situations problématiques qu'ils ont causées, si c'est le cas, et puis tracer vos propres limites, quoi. Se dire: «OK, bon lui, il est clairement misogyne, ça fait 30 ans qu'il est dans la boîte, tout le monde le supporte, je comprends pas pourquoi». Mettre sa propre limite. Je sais qu'il a ma future promotion entre les mains. Il y a des femmes qui vont dire: «Moi, ce que je veux, c'est ma promotion parce que je veux assurer mon avenir. Je vais pas faire ma vie avec ce mec-là. Qu'il soit misogyne, c'est son problème. Moi, ce que je veux, c'est avancer. De toute façon, je changerai de boîte après». OK, très bien. Il y a des femmes qui vont dire: «Non, moi je peux pas. Je ne peux pas tenir une réunion avec cette personne-là, je peux pas, je sors de moi, ça me hérisse les poils, je rentre chez moi, je suis dégoûtée du fait de ne pas avoir répondu». Et on en revient à cette question, quelle est votre limite à vous et à quel moment vous devez intervenir? Et je pense sincèrement qu'il y a une espèce de petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit: «Oui ou non». C'est comme quand quelqu'un vous a mal parlé, que vous rentrez chez vous, vous vous dites: «Mais j'aurais dû répondre quelque chose, j'aurais dû répondre quelque chose». C'est exactement pareil avec le sexisme. Et un des leviers, qui a été donné, par, plusieurs auteurs et autrices, c'est, la comparaison avec la politesse. C'est-à-dire, est-ce que si cette réflexion avait été faite à un homme, elle serait polie ou pas? Et garder cette notion de politesse en tête. Est-ce que c'est poli ou pas ce qu'on m'a dit? Et souvent, vous verrez que c'est assez impressionnant, il y a une frontière très fine avec le sexisme. Donc on peut aussi si on veut pas, prôner le féminisme ou, accuser quelqu'un de sexisme alors qu'on sait très bien que c'est ça, mais qu'on veut que ça passe, autrement, cette carte de la politesse, peut être, une très bonne chose à jouer. D'accord. Merci beaucoup pour, tous ces conseils et toutes ces précisions. Je pense que ça pourrait aider, pas mal, d'étudiants et d'étudiantes, à faire face, aux différentes situations, et aux VSS dans l'enseignement supérieur et Merci merci pour de votre m'avoir invitée. merci. Merci.